Je m'appelle Katia Ganti, j'ai 35 ans, je suis comédienne, je fais surtout du théâtre et j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle Les frottements du cœur qui a été publié en 2017. En 2016, j'ai été hospitalisée parce que j'ai attrapé la grippe. Bon, jusque-là, rien de très extraordinaire. Sauf que cette grippe s'est aggravée de manière très brutale. Elle a entraîné pas mal de complications. Enfin, ça a entraîné une péricardite qui a elle-même entraîné une tamponnade qui a provoqué un choc cardiogénique, donc une défaillance de la pompe cardiaque. Et j'ai dû être hospitalisée en réanimation à l'hôpital Lariboisière. Et là, on a décidé de me placer sous circulation extracorporelle, sous ECMO, qui ne remplace pas les fonctions cardiaques, mais qui aide le cœur à se remettre au moment où il ne peut pas fonctionner tout seul. Donc j'ai passé 10 jours en réanimation. Ce qui a été assez exceptionnel dans mon cas, c'est que je suis restée consciente durant ces 10 jours. Normalement, les patients sous circulation extracorporelle, on les intube et on les sédate. Ils sont dans le coma, quoi. Moi, pour plein de raisons différentes, on a décidé de me laisser consciente. J'ai été témoin de tout ça, de l'opération et de la machine et du sang qui circule en dehors du corps, de toutes ces choses-là qui sont assez violentes à vivre pour le patient. Et après la réanimation, quand mon état s'est un peu amélioré, je suis allée en soins intensifs de cardiologie. Je me suis dit qu'il fallait absolument que j'écrive ce qui m'était arrivé, parce que j'ai eu un peu l'intuition que si j'écrivais pas, j'allais pas m'en remettre. Psychologiquement, je veux dire. Je parle pas de mon état physique, mais psychologiquement, je me suis dit que j'allais pas m'en sortir si je notais pas précisément tout ce qui s'était passé. Et j'ai commencé donc en soins intensifs à écrire dans tous les services où je suis passée, parce que je suis passée dans plein de services des méandres de l'hôpital. C'est un journal de survie en fait, parce que c'est ça qui m'a permis de survivre mentalement au traumatisme que j'avais vécu. Oui, j'avais senti une dégradation, dans le sens où je me disais quand même que cette grippe était bien vénère, mais je soupçonnais pas du tout que ça pourrait s'aggraver à ce point-là et que c'était aussi grave. Parce que la veille de mon hospitalisation, j'ai fait un malaise chez moi et j'ai senti quand même que mon cœur n'était pas au top de ses fonctions. Je sais pas si c'était une forme de protection ou de naïveté, mais pour moi, c'était pas possible de mourir d'une grippe, en fait. Donc je me disais que bon, j'allais très mal, j'étais pas bien, mais que j'aurais jamais pu imaginer que le lendemain, on m'emmènerait en réa et qu'ils ne donneraient pas cher de ma peau, parce que j'étais vraiment mal barrée quand je suis arrivée en réa. Ils ont réussi à me sauver, mais c'était vraiment pas gagné. Je pense que j'étais vraiment à 1000 lieues de me rendre compte de mon réel état de santé à ce moment-là. Ouais. J'étais un peu trop optimiste. Oui, je pense qu'en tout cas, pendant un certain temps, ça m'a aidée. Bon, quand je suis arrivée de toute façon en réa, j'ai vite compris que c'était difficile de ne pas réaliser que mon état était très grave, puisque autour de moi, tous les soignants disaient que j'allais certainement pas passer la nuit. Ils s'inquiétaient du fait que ma famille allait peut-être pas arriver, allait peut-être pas me revoir vivante, quoi. Ma famille était en route, mais ils se disaient, bon, on espère que ça va pas être fini avant qu'ils arrivent. Donc c'est vrai que quand on entend ça, on se doute que ça va pas bien. Mais c'est vrai que j'avais une forme de, je sais pas, d'obstination où pendant un certain temps, en tout cas, j'étais persuadée que c'était pas possible, que j'allais forcément m'en sortir. Déjà, j'avais en tête un objectif qui était de revoir mon amoureux, puisqu'il n'était pas là, il était en tournée assez loin. Et du coup, je me disais, mais non, déjà ça, c'est pas possible. Je vais pas mourir s'il n'est pas là, c'est hors de question. Donc je vais attendre un petit peu. Donc j'avais ce genre d'objectif dans la tête un peu absurde. Une espèce de volonté très forte. Moi, ça m'a aidée sur le plan psychologique. Après, je sais pas si c'est ça qui m'a sauvée. Mais bon, en tout cas, oui, j'avais une forme de volonté très très forte de rester concentrée en réanimation. Je voulais pas lâcher, je voulais pas m'endormir. Je voulais garder le peu de contrôle qui me restait. C'est-à-dire que la seule chose que je pouvais contrôler, c'était mes pensées et ma concentration sur ce qui m'entourait, les choses. Vu que je contrôlais plus du tout mon corps, il me restait que la force mentale, quoi. Ah c'était immédiat.
Euh, Parce qu'en fait, quand je suis arrivée, les premières phrases que j'ai entendues, c'était vraiment que ça autour de moi. C'était ah non, on va encore se taper un décès, c'est pas possible. Donc c'était tout de suite. Enfin, je pense que après il y a une notion du temps qui est bizarre en réanimation, donc je peux pas dire si c'était vraiment tout de suite, mais moi dans ma perception c'était ça. Je suis arrivée dans les couloirs de l'AREA et autour de moi il y avait que des gens qui pensaient que j'allais crever dans les heures qui suivaient, quoi. Après ils ont tout fait pour que je meure pas et ils ont réussi, donc c'est bien. Mais oui, oui, ça a été assez. Je me suis rendu compte tout de suite que ça n'allait pas du tout, du tout, du tout, du tout. Le soir de mon arrivée, après ça a un petit peu changé, mais le soir de mon arrivée, je prenais ça avec une espèce de distance. J'avais du mal à y croire en fait. Déjà, je comprenais pas pourquoi ils disaient que j'étais inconsciente, parce que moi j'avais l'impression d'être totalement consciente. Mais bon, en même temps, j'avais pas la force de leur dire si, si, regardez. Donc voilà, tout ça, ça se passait dans ma tête. Oui, j'avais du mal à y croire. À ce moment-là, en tout cas, j'avais du mal à y croire. Plus tard, j'y ai cru, mais le premier soir, non, je me disais c'est pas possible, ils exagèrent. Ils sont en train de paniquer parce qu'ils ont eu une mauvaise journée et qu'ils ont vu plein de gens mourir. Et là, du coup, je suis dans un sale état et ils extrapolent un peu, quoi. Je me disais ça au début. Une esquisse de l'hôpital, franchement, c'est... Bon, de mon point de vue, parce que je peux pas dire que j'ai le même point de vue que tous les patients. En tout cas, la réanimation, parce qu'après les autres services, c'est quand même un peu différent, mais la réanimation, c'est vraiment la jungle, quoi. J'ai pas d'autres mots, quoi. C'est vraiment comme débarquer sur une autre planète, une planète hostile, avec plein de gens qui s'agitent autour de nous, qu'on connaît pas, et des gens dont on comprend pas la langue, on comprend pas les coutumes, on comprend pas du tout ce qu'ils font. Bon, on comprend quand même qu'ils sont là pour nous aider, mais ça reste la jungle, quoi. C'est très très violent à vivre. Moi, je me suis vraiment sentie dans une position d'extrême vulnérabilité, comme j'avais jamais connu. Parce que tu arrives, tu te retrouves à poil, dans tous les sens du terme, devant toute une tripotée de gens que tu connais pas et qui ne te connaissent pas non plus. Tu contrôles plus rien, tu sens vraiment ton corps qui est en dégénérescence totale. Moi, je suis arrivée, j'étais en train de convulser, de me vomir dessus. Ça, déjà, c'est pas très agréable. Mais en plus, le fait d'être dans cette position de vulnérabilité et d'être en souffrance, ça exacerbe toutes les sensations. Et du coup, tout est violent. Tout ce que tu reçois, c'est beaucoup plus violent que dans la vie quotidienne. Donc, tout paraît violent. La lumière est violente, les bruits sont violents. On a l'impression que tout est trop fort, les gens parlent trop fort. Quand on te touche, même si le soignant peut avoir l'impression de te toucher doucement, toi, tu as vraiment l'impression de te prendre une tarte dans la gueule à chaque fois. L'arsenal technique de la réanimation, c'est très, très impressionnant. Quand tu connais pas, je pense que même quand tu connais, c'est un peu impressionnant, mais d'arriver et voir d'un coup de se retrouver allongé, contraint à l'immobilité, avec tous ces câbles, t'as l'impression d'être pris dans une espèce de toile d'araignée infernale, avec les électrodes, les cathéters dans tous les sens, le brassard pour la tension, l'oxymètre, les pansements partout. Enfin, c'est très très impressionnant. C'est un choc. Enfin, pour moi, c'était vraiment un choc sans précédent. Jamais rien connu de plus choquant et de plus terrifiant dans ma vie, quoi. Ensuite, quand on commence à aller mieux et qu'on change de service, la jungle devient un peu moins agitée. Ça reste la jungle quand même, mais disons qu'il y a de moins en moins de machines, il y a de moins en moins de techniques, mais c'est du coup plus de solitude aussi dans les autres services. C'est toujours le même genre d'enfermement avec... il y a moins de techniques, mais c'est quand même les mêmes chambres, des couleurs un peu tristes et des plateaux repas pas bons. Alors, je dirais pas que j'ai eu de l'amertume ou de la rancœur contre l'hôpital, parce que la violence que j'ai vécue, je sais aussi que elle n'est pas due aux gens. Enfin, la plupart du temps, en tout cas, si, il y a quelques personnes qui m'ont agacée ou qui m'ont blessée, mais c'est violent de toute façon, indépendamment de ce qu'ils font. Donc j'ai pas de rancœur vis-à-vis de l'hôpital, au contraire j'ai plutôt de la reconnaissance parce que c'est l'hôpital qui m'a sauvée. Par contre c'est vrai qu'il y a eu en sortant beaucoup de colère et de tristesse, parce que quand on sort de l'hôpital on est vraiment démuni.
Moi, j'avais donné toute mon énergie pour survivre et en fait, quand on sort, on a tout donné. Donc j'étais vraiment dans une sorte d'état dépressif parce que j'avais même plus l'énergie d'être contente d'avoir survécu. Donc ce qui m'a aidée, c'est vraiment d'écrire parce que ça m'a permis d'avancer et surtout de me reconnecter aux gens, de garder le lien avec les gens autour de moi, puisque j'avais du mal à m'exprimer oralement. Le fait de m'exprimer par écrit, j'ai pu essayer de me faire comprendre un petit peu. Tu parles d'innocence, comment on fait pour retrouver l'innocence? Alors, pour le coup, j'ai clairement une part d'insouciance que je pense que je retrouverai pas. Enfin, j'ai fait le deuil, peut-être pas de toute mon insouciance, mais il y a des choses quand même qui sont irrémédiablement changées parce qu'une hospitalisation comme celle-ci, ça marque vraiment physiquement, mentalement. C'est quelque chose qui blesse quand même durablement. J'ai quand même réussi à retrouver, au bout d'un moment, ça a été un peu long, mais la joie de vivre quand même. Et ça, c'est vraiment déjà en écrivant, et puis après, voilà, en essayant de retrouver, encore une fois, le lien avec les gens autour de moi. Ça a pris du temps. C'est un peu un travail c'est un peu un travail de tous les jours. C'est pas genre le déclic d'un coup, hop, du jour au lendemain, oh, ça y est, maintenant, c'est bon, c'est derrière moi, je vais profiter de la vie. Ça s'est pas passé comme ça. C'est un travail, oui, un travail au jour le jour. J'ai pas d'autres expressions. Avant même que ce soit publié, j'étais assez surprise des retours, surtout des soignants en fait, parce que j'ai envoyé ma première version en mode PDF à 2 soignants dont je me souvenais qui m'avaient marqué en réanimation. Et je leur ai envoyé parce que je savais que ça allait possiblement être publié et je me disais que je parlais tellement d'eux que je pouvais pas ne pas leur envoyer parce que j'avais un peu, peut-être pas besoin de leur accord, mais je sais pas, ça me semblait pas juste de ne pas leur envoyer avant que ce soit publié. Je leur ai envoyé comme ça en disant bon voilà, comme ça c'est dans votre boîte mail, si un jour vous avez envie de le lire, c'est là. Mais déjà je pensais vraiment pas qu'ils allaient le lire aussi rapidement. La manière dont ils m'ont répondu, ça m'a beaucoup surpris parce que je me suis rendu compte que pour eux c'était utile, qu'ils n'avaient pas souvent de retour de leur travail en réanimation, que les patients qui sortent de réa sont pas souvent enclins à témoigner, pour ceux qui se souviennent de ce qu'ils ont vécu, parce que encore faut-il s'en souvenir. On m'a dit que généralement les retours qu'ils ont des patients en réa, c'est un procès de temps en temps qu'on leur colle le cul et c'est tout quoi. J'ai été assez agréablement surprise d'avoir par la suite autant de retours de médecins, mais aussi d'infirmiers, infirmières, aides-soignants. Ça aussi d'ailleurs, ça m'a aidée à avancer parce que je me suis dit que au moins j'avais vécu quelque chose de très douloureux, mais que le fait de l'avoir écrit, ça pouvait servir à quelque chose et que ça pouvait se transformer en quelque chose de constructif.